The Green Room, NBC Studios, Burbank, fin octobre 1973. La salle d'attente sent le café et la cigarette. NBC Studios, Burbank, fin octobre 1973. Deux chaises, deux légendes, deux personnes très différentes sur le point de s'asseoir sur le même canapé, de parler au même animateur, de divertir les mêmes 70 millions de téléspectateurs. Bruce Lee est assis à gauche, silencieux, centré, parcourant ses fiches. Il se prépare avec un soin délibéré. Rien d'improvisé, rien laissé au hasard, tout est calculé, tout est intentionnel, tout est conçu pour communiquer exactement ce qui doit l'être. Pas de mots inutiles, pas de moments perdus, juste de la précision, du sens, Bruce étant Bruce. Clint Eastwood est assis à droite, détendu, confiant, les bottes de cow-boy relevées, le chapeau incliné, ressemblant exactement à ce qu'il est dans tous ses films. Ce regard Clint, ce regard western, ce regard dangereux mais maîtrisé. Il ne prépare rien, ne répète rien, ne s'inquiète de rien. Il existe, il est là, il attend son signal. Il a fait ça 100 fois. Il est passé chez Carson, sur tous les plateaux, partout. C'est une routine. C'est facile. Ce n'est qu'une soirée de plus, une apparition de plus. Une chance d'être Clint Eastwood en public. Ça suffit. Être lui-même. Les gens adorent ça. Ça a toujours marché. Ça marchera toujours. Ils n'ont pas beaucoup parlé. Des hochements de tête polis à leur arrivée. De la courtoisie professionnelle, mais pas de vraie conversation. Pas de lien. Pas de chaleur. Ils viennent de mondes différents. Bruce, des arts martiaux, de Hong Kong, de son combat pour entrer à Hollywood, contre le racisme, le typecasting, contre tous ceux qui disaient qu'un acteur asiatique ne pouvait pas être une star, un premier rôle, autre chose qu'un stéréotype. Bruce leur a prouvé qu'ils avaient tort, a brisé les barrières, changé la donne. Mais ce fut un combat. Chaque pas, chaque rôle, chaque instant, rien n'a été facile. Rien n'a été gratuit. Tout a été gagné par le talent, la persévérance, le refus d'accepter les limites imposées par les autres. Clint, lui, vient des westerns, du Hollywood établi, d'un chemin déjà tracé avant lui. Pas un chemin facile, rien ne lui a été donné, mais plus simple que celui de Bruce. Des défis différents, des obstacles différents, un parcours différent. Clint a travaillé dur, a gagné sa place, est devenu une icône, mais il n'a pas connu ce que Bruce a connu, n'a pas livré les mêmes combats, n'a pas surmonté les mêmes épreuves. Cela crée une distance, des perspectives différentes, une tension non dite mais bien présente, toujours présente. Dans le coin se tient Ray, le garde du corps personnel de Clint. 1,96 m, 130 kg, ancien linebacker universitaire. Devenu professionnel, il protège Clint contre les fans, les menaces, tous ceux qui s'approchent trop près, deviennent trop agressifs, trop n'importe quoi. Ray prend son travail très au sérieux. Très, peut-être trop. Il est protecteur jusqu'à la paranoïa, méfiant envers tous, menaçant avec quiconque l'aborde mal, parle mal, ou existe tout simplement mal près de Clint. Cela a déjà causé des problèmes, créé des incidents, aggravé des situations. Mais Clint le garde, aime avoir un costaud dans les parages, aime le facteur intimidation, aime savoir que quelqu'un surveille, quelqu'un est prêt, quelqu'un gérera les problèmes avant qu'ils n'en deviennent vraiment. Ray n'aime pas Bruce Lee, n'aime pas les Asiatiques en général, un produit de son époque, de son éducation, de sa vision limitée du monde. Il voit Bruce comme une menace, un concurrent, quelqu'un qui vole l'attention à Clint, le respect, l'espace qui revient aux vrais Américains, aux vrais acteurs, aux vrais stars comme Clint Eastwood. Pas à un artiste martial étranger, un pratiquant de kung-fu, quelqu'un qui ne ressemble pas, ne parle pas, n'est pas comme eux. Ray ne le dit pas directement, ne l'admettra pas ouvertement, mais cela se lit dans son langage corporel, ses expressions, sa façon de regarder Bruce, de l'étudier, de le juger, de le trouver insuffisant, menaçant, inacceptable. Un assistant de production frappe, passe la tête. 5 minutes, messieurs, vous passez après la pub. Monsieur Eastwood, vous serez présenté en premier, puis Monsieur Lee. Format habituel. Johnny guidera la conversation. Soyez naturel, soyez vous-même, amusez-vous. 70 millions de personnes vous regardent. Rendez ce moment mémorable. Clint se lève, s'étire. T'es prêt, Bruce ?
Le public de Carson peut être dur, surtout avec les nouveaux, surtout avec ceux qui ne sont pas américains. C'est un public patriotique, aux valeurs occidentales traditionnelles. Toi, un artiste martial chinois, ça pourrait mal passer. Tu pourrais avoir un accueil froid, des résistances. C'est juste un avertissement, j'essaie de t'aider. Je voudrais pas que tu sois pris au dépourvu. Bruce lève les yeux, calme, indéchiffrable. J'apprécie l'avertissement, mais j'ai affronté des publics bien plus durs, des résistances bien plus grandes, des situations bien plus difficiles. Le public de Johnny s'en sortira très bien. Ce sont des êtres humains. Ils réagissent à la compétence, à l'authenticité, à quelqu'un de vrai. C'est ce que je vais leur donner, ce que je leur donne toujours. Ça suffit. Ça a toujours suffi. Ça suffira toujours. Clint ricane. Pas tout à fait amical, pas tout à fait hostile. Quelque part entre les deux. La confiance, j'aime ça. T'es confiant, c'est bien. T'en auras besoin quand tu seras assis à côté d'une vraie star de cinéma, d'une véritable icône américaine, d'un vrai cow-boy. Pas seulement un artiste martial, pas seulement un performeur d'action, un vrai acteur, une vraie légende. J'espère que tu pourras gérer ça. J'espère que tu ne seras pas éclipsé. J'espère que tu tiendras ta place. Les mots résonnent différemment. Ce n'est plus une plaisanterie plus amicale. Un test, un défi. Subtil, mais délibéré. Établir une hiérarchie. Établir qui compte le plus. Qui est la vraie star ici? Pour qui le public est venu? Bruce l'entend, comprend, choisit de ne pas réagir, de ne pas envenimer, de ne pas créer un problème avant même d'être entré en scène. Il reste silencieux, centré, concentré sur ce qui compte, l'apparition, le message, l'opportunité de partager la philosophie des arts martiaux avec 70 millions de personnes. C'est ça qui compte. Pas l'insécurité de Clint, ni son besoin d'affirmer sa domination, rien de tout ça. Juste le travail, le but, la mission. Il marche vers l'entrée de la scène. Ray les suit. Prêt, trop près, planant. Observant Bruce comme on observe quelque chose qu'on a déjà décidé d'une menace. Quelque chose qu'il faut surveiller, contrôler, gérer. Bruce l'ignore, lui. Se concentre devant, sur ce qu'il attend. Sur tout sauf l'hostilité qui émane du garde du corps de Clint, de cet homme imposant qui a manifestement un problème avec Bruce, qui lui en veut visiblement, qui voudrait agir mais ne l'a pas encore fait. Ce mot plane, non dit, non adressé, dangereux. Johnny Carson termine son monologue. Le public répond chaleureusement, rit, applaudit, pleinement engagé. Johnny est dans son élément, il domine la salle, possède l'instant, est exactement ce qu'il est, l'animateur de talk-show le plus accompli de l'histoire de la télévision, le roi du late night, la personne que tous ceux qui s'assoient dans ce fauteuil veulent impressionner, contenter, faire rire. Bruce et Clint attendent en coulisses, écoutent, se préparent. Notre premier invité ce soir, annonce Johnny, est une véritable icône américaine, star de western, de films d'action, l'homme sans nom, Josey Wales hors la loi, l'homme qui a rendu le plissement des yeux dangereux. Accueillez Clint Eastwood. L'orchestre joue, le public explose. Clint sort, décontracté, confiant, saluant, arborant ce sourire contrôlé de 1000 watts. Jamais trop, ne forçant jamais. Il est simplement lui-même. Les applaudissements durent encore. Une standing ovation. Tout le monde aime Clint. Tout le monde veut montrer son respect, sa gratitude, sa chaleur envers une icône américaine, une légende du western, Dirty Harry, tout ce que Clint représente dans le cinéma américain, dans la culture américaine, dans l'Amérique elle-même. Clint s'assoit, serre la main de Johnny, s'installe, complètement à l'aise, chez lui. C'est son monde, son public, son Amérique. Il a sa place ici. Tout le monde le sait. Tout le monde le sent. Tout le monde l'accepte sans question. L'interview commence. Johnny pose des questions sur le nouveau film, les westerns, le statut d'icône, la vie à Hollywood. Clint répond. Charmant, drôle, modeste mais assuré. Un équilibre parfait.
une performance rodée. Clint Eastwood étant exactement ce que les gens attendent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment. 10 minutes plus tard, Johnny change de sujet. Notre prochain invité est quelqu'un de totalement différent. Artiste martial, acteur, philosophe, star de Opération Dragon, l'homme qui a fait connaître le kung-fu à l'Amérique mainstream, le dragon lui-même, Bruce Lee. Les applaudissements sont différents. Enthousiastes par endroits, incertains ailleurs. Certains ne savent pas qui il est. D'autres savent mais ne savent pas comment réagir. Certains l'aiment. D'autres sont sceptiques. Une réaction mitigée, une énergie mitigée. Pas la chaleur unanime reçue par Clint, pas de standing ovation, pas d'acceptation générale. Juste mitigé, incertain, incomplet. Bruce entre, calme, professionnel, saluant, souriant naturellement. Il prend place à côté de Clint, serre la main de Johnny, s'installe. La différence physique saute immédiatement aux yeux. Clint est plus grand, plus massif, plus imposant. Il ressemble davantage à la star d'action américaine traditionnelle, à ce que ce public attend. Bruce est plus petit, compact, différent, à l'allure étrangère. Bien qu'il soit citoyen américain, parle un anglais parfait, soit totalement professionnel, parfaitement poli, parfaitement préparé, l'arrangement visuel raconte une histoire. Il instaure une dynamique, établit qui est l'invité principal, qui est l'ajout, qui compte le plus. Du moins, c'est ce que cela est censé suggérer, ce que cela donne à ressentir, ce que Clint veut que ce soit. « Bruce, bienvenue !» dit Johnny, chaleureux, professionnel, s'efforçant de mettre à l'aise. « Ravi de vous avoir ici. Opération Dragon était extraordinaire. Je l'ai regardé le mois dernier. Je n'en croyais pas mes yeux. La vitesse, la puissance, la technique. C'est réel ou y a-t-il des effets de caméra, des angles, des trucages? Aidez-nous à comprendre ce qu'on regarde exactement. » Bruce commence à répondre. Clint l'interrompt. « Bien sûr que c'est de la magie de cinéma, Johnny. C'est ça le cinéma, de la magie, de l'illusion. Faire paraître les choses plus impressionnantes qu'elles ne le sont en réalité. Bruce est talentueux, vraiment talentueux, bon artiste martial, bon interprète. Mais les films exagèrent, les films amplifient. Les films rendent tout plus puissant qu'un vrai combat. C'est leur fonction, c'est ce qu'ils font. Pas vrai, Bruce? Tu serais d'accord avec ça? Que les films ne sont pas de vrais combats? Que la chorégraphie n'est pas le combat? Que ce que le public voit à l'écran est une performance, pas la réalité? Le défi est mesuré mais présent. Il remet directement en question la légitimité de Bruce, l'authenticité des arts martiaux eux-mêmes. Il demande si ce que Bruce fait est réel ou une sophisticated fabrication hollywoodienne. Bruce l'entend. Tout le monde l'entend. Le public remue, mal à l'aise. Ce n'était pas censé être conflictuel, pas censé être compétitif. C'était censé être deux professionnels partageant l'espace avec courtoisie et générosité. Mais Clint est en train de faire tout autre chose, d'en faire une comparaison, une compétition. Un test pour savoir qui est le plus légitime, le plus réel, le plus digne du respect offert. Bruce garde la voix calme. Les films utilisent des angles, utilisent le montage, c'est vrai. Mais les techniques sont réelles, la vitesse est réelle, le talent est réel. Ce que vous voyez à l'écran vient de décennies d'entraînement, de dévouement, de maîtrise d'une discipline qui fonctionne, qui a été testée et prouvée pendant des siècles à travers les cultures par des millions de pratiquants, y compris moi, depuis 30 ans, depuis mon enfance. C'est ce que montrent les films, un vrai talent rendu cinématographique, divertissant, accessible à un public plus large, mais néanmoins réel. Clint se penche en arrière, bras croisés. Du vrai talent, certes, face à des adversaires chorégraphiés, des gens qui savent ce qui va arriver, des partenaires coopératifs dont le travail est de te faire paraître efficace. C'est différent d'un vrai combat, d'une vraie bagarre, d'une vraie violence imprévisible. Ce que je fais dans les westerns est chorégraphié aussi. Je ne prétends pas que mes fusillades de cow-boys sont de véritables combats. Ce sont du divertissement, de la performance, de l'art, pas la réalité, pas de vrai combat. C'est ça l'honnêteté, l'authenticité. Ne pas prétendre que le travail au cinéma prouve quoi que ce soit sur les véritables capacités, le vrai courage, le vrai danger.
Tu comprends la différence entre jouer pour une caméra et se battre réellement? Être vraiment dur, vraiment dangereux. La tension dans la pièce est désormais indéniable. Johnny tente de recentrer, d'alléger l'atmosphère. Les deux invités le dépassent. Ils sont verrouillés, engagés. C'est devenu une confrontation, un défi, quelque chose qui ne devrait pas arriver en direct à la télévision entre deux invités qui, raisonnablement, devraient être des collègues, se soutenir mutuellement, être unis face à un public qui regarde tout. Au lieu de cela, ils se font concurrence, se heurtent, se testent, et 70 millions de personnes sont témoins de chaque seconde. « Je comprends parfaitement », dit Bruce. Sa voix reste contrôlée, mais quelque chose y est entré. Une acuité, discrète mais indéniable. Je comprends que vous faites des westerns, que vous tirez au pistolet, montez à cheval, jouez les cow-boys. C'est un travail valable, ça divertit des millions de gens. Mais ne confondez pas votre expérience devant une caméra avec une compréhension du vrai combat, du vrai fighting, des véritables arts martiaux. Vous jouez les durs. Moi, je suis dur. Vous simulez la violence. Moi, j'ai étudié la violence toute ma vie, pas la violence de cinéma. La vraie violence. Les vraies techniques qui fonctionnent quand quelqu'un essaie vraiment de vous faire mal. Quand quelqu'un essaie vraiment de vous tuer, quand il n'y a ni caméra, ni chorégraphie, ni coopération, juste la survie. La preuve, la démonstration que ce que vous avez entraîné fonctionne réellement. Voilà la différence entre le courage de cinéma et le vrai courage. Entre jouer un cow-boy et être un artiste martial. Entre Clint Eastwood et Bruce Lee. Le public réagit de manière audible. Bruce vient de lancer un défi direct, public, sans ambiguïté. Il a dit que Clint joue la dureté alors que Bruce l'incarne. Que le film n'est pas la réalité. Que Clint ne comprend pas le vrai combat. En direct à la télévision, devant 70 millions de personnes. C'est audacieux, c'est risqué. Cela pourrait nuire à sa carrière si le public se retourne contre lui. Si Clint réagit d'une manière qui contrôle la salle. Si cela devient un désastre plutôt qu'un moment de télévision mémorable. Le visage de Clint change. Le sourire disparaît. Son regard devient froid, dur. Il n'a pas l'habitude d'être ainsi contesté. Pas l'habitude que quelqu'un suggère publiquement que sa dureté est une construction. Que son danger est un acte. Que le personnage que le public a accepté comme réel n'est qu'une performance bien exécutée. Toute l'identité de Clint dans l'imaginaire collectif est construite sur le fait d'être dur, réel, dangereux, un véritable homme américain. Bruce vient de dire clairement que c'est du théâtre, de la performance. Exactement ce que Clint avait sous-entendu des arts martiaux. Cela exige une réponse, une résolution. Avant que Clint ne puisse répondre, un mouvement se produit en coulisses. Ray, le garde du corps de Clint, qui marche directement sur le plateau, en direct, pendant l'émission, pendant l'interview d'un invité, violant tous les protocoles, toutes les règles professionnelles, toutes les limites qui définissent cet espace. Il marche droit sur le plateau du Tonight Show, droit vers Bruce Lee, droit vers une confrontation qu'il a clairement préparée depuis que Bruce est entré dans la salle d'attente. Les agents de sécurité de la scène tentent de l'arrêter. Ray les traverse. Il est trop grand, trop déterminé. Trop engagé. Ils ne peuvent pas l'arrêter sans créer quelque chose de plus grand et de pire. Ils reculent donc, le laissent avancer, le laissent faire ce que sa rage, sa loyauté et ses préjugés le poussent à faire. Quoi qu'il ait décidé de faire, quoi qu'il croit devoir corriger. Ray atteint Bruce, l'attrape par le col, le soulève légèrement de son siège, utilisant sa taille, sa force, l'avantage physique qu'il a toujours eu sur la plupart des gens dans la plupart des pièces, l'utilisant pour intimider, menacer, faire passer un message par le corps avant même que la bouche ne s'ouvre. On ne parle pas à Monsieur Eastwood comme ça. On ne le manque pas de respect. On ne le défie pas. T'es personne. T'es un acteur étranger qui a eu de la chance. Tu ne remets pas Monsieur Eastwood en question. Ne te compare pas à lui. N'agis pas comme si tu étais son égal. Tu ne l'es pas. T'es rien. T'es moins que rien. Et je suis là pour m'assurer que tu comprennes ça, que tu n'oublies pas ta place. Que tu n'oublies jamais qui compte et qui ne compte pas. Monsieur Eastwood compte. Toi, non. T'as compris? Le studio devient complètement silencieux. 70 millions de personnes regardent. Chaque personne dans cette pièce est figée. C'est une agression en direct.
Un agent de sécurité a attrapé un invité par le col, l'a soulevé de sa chaise, a proféré une menace physique directe. Au Tonight Show, l'émission la plus regardée d'Amérique, tout est arrêté, tout est suspendu. Tout le monde attend de voir ce qui va se passer ensuite. Ce que Bruce va faire, ce que quelqu'un va faire, comment ce moment va se résoudre, comment il va devenir autre chose qu'une catastrophe complète et permanente. Bruce ne panique pas, ne lutte pas, ne montre pas de peur. Ce qui s'installe sur son visage est différent. Un calme, une maîtrise, une immobilité précise. Le genre d'immobilité que les artistes martiaux développent dans les instants qui précèdent l'action, la défense, la démonstration de ce que 30 ans d'entraînement produisent réellement lorsqu'ils sont testés sans avertissement, sans préparation, sans coopération. Ses mains bougent. Pas sauvagement, pas désespérément, mais avec précision, spécificité, économie. Des techniques de Wing Chun. Il attrape les poignets de Ray, brise son emprise, contrôle ses deux bras, tout cela dans un seul mouvement continu. Si vite que les caméras enregistrent à peine ce qui se passe. Si vite que le public ne suit pas vraiment la séquence. Si vite que Ray lui-même ne comprend pas ce qui s'est passé. Il sait seulement que ses mains ne sont plus sur Bruce Lee. Elles sont tenues par Bruce Lee, contrôlées par l'homme plus petit qu'il avait saisi, celui qu'il était venu intimider, celui qu'il avait décidé de pouvoir maîtriser. 3 secondes. Voilà combien de temps Ray a contrôlé Bruce Lee. 3 secondes entre le moment de l'attraper et le moment où Bruce a tout inversé. D'agresseur à contrôler, de menace à neutraliser. 3 secondes qui démontrent avec précision ce que Bruce n'a cessé de dire toute la soirée. Que la taille ne détermine pas l'issue, que la force n'est pas la même chose que la technique, que l'agression sans maîtrise n'est que du bruit. Seule la technique compte, seul l'entraînement compte, seule la maîtrise compte. Et Bruce possède tout cela d'une manière que Ray n'a jamais imaginée, jamais envisagée, jamais anticipée, parce qu'il n'a jamais cru que c'était réel. Bruce recule d'un pas, entraînant Ray vers l'avant, déséquilibré, maladroit, trébuchant. Puis la main de Bruce frappe, paume ouverte, pas à pleine force, force contrôlée, mesurée, mais délivrée avec précision dans le plexus solaire, à ce point anatomique spécifique qui interrompt la capacité du corps à fonctionner. Les yeux de Ray s'écarquillent, sa bouche s'ouvre, le souffle lui explose hors du corps, son organisme se bloque, il ne peut plus bouger, plus respirer, plus fonctionner. Il est debout, mais c'est tout ce qu'il fait. Debout, impuissant, sur le plateau du Tonight Show, contrôlé, vaincu par Bruce Lee, par un homme plus petit, par l'acteur étranger qu'il était venu intimider, par la personne qu'il a attrapé par le col pour prouver quelque chose sur la hiérarchie, la valeur et la légitimité. Tout cela est inversé, tout cela est prouvé faux, tout cela est démonté en moins de 5 secondes. 5 secondes au total. De l'instant où Ray attrape Bruce à celui où Ray ne peut plus respirer, figé, immobile, terminé, en direct devant 70 millions de personnes, devant Clint, devant Johnny, devant tout le monde. Ray vient de recevoir la plus claire des leçons sur le respect, sur la technique, sur ce qui arrive quand des présupposés fondés sur la taille et les préjugés rencontrent 30 ans de véritable maîtrise. La sécurité agit enfin, se précipite, s'empare de Ray, le tire vers les coulisses, le retire du plateau, le retire de l'antenne, enlève l'embarras du cadre. Ray s'en va, encore incapable de respirer complètement, encore en train de digérer ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, comment quelqu'un qu'il avait déjà rangé, déjà jugé inférieur, déjà considéré comme rien, vient de prouver que toutes ces hypothèses étaient complètement, définitivement fausses. Le public explose. Pas immédiatement. Il y a une pause, un moment de compréhension collective de ce qu'ils viennent de voir. Puis les applaudissements viennent. Énormes, grandissants, une standing ovation, non pas pour célébrer un homme blessé, mais pour reconnaître ce qui vient d'être démontré. Bruce Lee s'est défendu sous une vraie pression, face à une vraie attaque physique, sans préparation, sans chorégraphie, sans partenaire coopératif dont le travail serait de le rendre efficace. Il l'a fait en 5 secondes, en direct, devant tout le monde. Tout ce qu'on avait pu questionner dans les arts martiaux,
tout ce qui avait été douté, tout ce que les sceptiques avaient rangé sous la performance, les trucages, l'illusion, répondu, démontré, rendu indéniable. Bruce Lee est réel. Ses techniques sont réelles. Sa technique est réelle. Sa vitesse est réelle. Tout ce que le film montrait, tout ce que les récits décrivaient, tout ce que les gens croyaient ou voulaient croire, confirmé en 5 secondes sur le plateau du Tonight Show. Johnny ne sait pas comment continuer, que dire, comment ramener l'émission à quelque chose de gérable. Cela n'est jamais arrivé, pas en toutes ces années derrière ce bureau. Jamais un invité n'a été physiquement agressé sur le plateau. Jamais un agent de sécurité n'a marché sur un direct. Rien de tel ne s'est jamais produit dans cette pièce. Il est figé, en train d'assimiler, de chercher une issue qui ne se contente pas de reconnaître que tout a volé en éclats. Clint reste assis, regarde, assimile, comprend. Son garde du corps vient d'agresser Bruce Lee en direct sur Johnny Carson devant 70 millions de personnes. Et Bruce l'a neutralisé en 5 secondes. L'a rendu ridicule, l'a fait paraître faible, exactement ce qu'il est. Un homme grand, fort, non entraîné, qui croyait que sa taille suffisait, que son agressivité suffisait, qu'attraper quelqu'un par le col était une forme d'argumentation. Tout a été réfuté. Tout est devenu embarrassant. Tout est devenu une leçon que Clint vient de voir se dérouler en temps réel. 5 secondes qui ont résolu toutes les questions qui flottaient dans la pièce depuis leur entrée dans la salle d'attente. Bruce se rassoit calmement, professionnellement, ajuste son col, redresse sa veste comme si rien de particulier ne s'était produit. Comme s'il ne venait pas de se défendre contre une agression physique en direct. Comme s'il ne venait pas de créer un moment de télévision dont on parlerait pendant des décennies. Il s'assoit, attend, prêt à continuer, à parler, à revenir à la raison pour laquelle il est venu. « Je m'excuse, » dit Bruce, s'adressant à Johnny, au public, à Clint, à tout le monde. « Ce n'était pas prévu, pas intentionnel, pas ce pourquoi je suis venu. Je suis venu pour parler d'arts martiaux, de philosophie, de partager quelque chose en quoi je crois profondément. Pas pour me battre, pas pour prouver quoi que ce soit par la violence. Mais quand on m'attaque, je me défends. Quand on me menace, je réponds. Quand on m'attrape, je me protège. C'est ça les arts martiaux. C'est ce que cette discipline enseigne. Pas l'agression, la défense. Pas l'attaque, la protection. Pas la blessure, la survie. C'est ce que tout le monde vient de voir. C'est ce que j'ai démontré. Et j'espère que c'est ce que les gens retiendront. Pas la violence, mais le principe derrière la réponse. Les applaudissements reviennent, enflent. Le public comprend la distinction. Bruce n'était pas l'agresseur. Bruce n'était pas le problème. C'était un invité qui a été agressé physiquement et s'est défendu avec économie et précision. C'est impressionnant en toutes circonstances. Dans ces circonstances, sur cette scène, cette nuit, c'est plus que cela. C'est la preuve réelle, sans ambiguïté, non montée, de tout ce que les arts martiaux prétendent être. Ce qu'ils font réellement, ce qu'ils produisent réellement chez un pratiquant. Maintenant, tout le monde le sait. Maintenant, ils l'ont vu. Maintenant, il n'y a plus de contre-argument raisonnable. Clint tend la main. Bruce la regarde, réfléchit. L'expression de Clint a changé. Quelque chose en elle est différent. L'esprit de compétition a disparu. Le besoin d'établir une hiérarchie s'est dissipé. Ce qui reste est plus direct, plus honnête, plus humble. « Je m'excuse, » dit Clint, « pour ce que j'ai dit, pour mon garde du corps, pour tout. Tu avais raison. Je joue les durs. Toi, tu l'es. Je fais semblant. Toi, tu prouves. Je parle. Toi, tu démontres. Tes arts martiaux sont réels. Ton talent est réel. Tout est réel. J'avais tort. J'ai été irrespectueux sans raison. J'étais compétitif alors que j'aurais dû être courtois. Je suis désolé. Je le pense sincèrement. Acceptes-tu cela? Veux-tu qu'on recommence, comme collègues, comme professionnels, comme deux personnes qui respectent ce que l'autre a construit, au lieu de rivaliser, au lieu de tout cela? Bruce prend la main, la serre. Bien sûr, tout va bien. C'est fini. Derrière nous. Nous avançons. Nous nous soutenons.
Nous respectons ce que chacun apporte, ce que chacun contribue, ce que chacun représente pour les gens qui regardent. C'est cela qui compte. Pas la compétition, la collaboration. Pas le conflit, la connexion. Pas la preuve de supériorité, mais la reconnaissance que chacun dans ce métier essaie de faire quelque chose de valable, de divertir les gens, de leur offrir quelque chose de vrai. Cela suffit. C'est ce que je voulais depuis le début. Juste du respect, juste de la reconnaissance, juste être vu comme légitime, réel, digne. Vous venez de me donner cela, par vos excuses, par cette reconnaissance, par ce regard changé. Je l'apprécie sincèrement. La suite de l'interview est différente à tous égards, chaleureuse, curieuse, collaborative. Clint interroge Bruce sur les arts martiaux. Bruce interroge Clint sur les westerns. Chacun apprend de l'autre, chacun partage, chacun démontre que la compétition peut laisser place à la coopération. Que le conflit peut devenir une véritable connexion. Que deux personnes qui ont commencé la soirée en adversaires peuvent trouver un terrain d'entente quand tous deux choisissent l'honnêteté plutôt que la posture, l'humilité plutôt que la performance, la croissance plutôt que le besoin d'être perçu comme la présence dominante dans la pièce. L'émission se termine. Bruce et Clint se serrent à nouveau la main, échangent leurs numéros, expriment un véritable intérêt à rester en contact, à se soutenir à l'avenir, à collaborer si l'occasion se présente. Ray est immédiatement remercié. Clint ne tergiverse pas. Un homme capable de marcher sur un plateau de télévision en direct et d'agresser un invité pour protéger l'ego de Clint n'a pas sa place dans la vie de Clint. La loyauté sans jugement n'est pas de la loyauté. C'est un passif, une source de dégâts. Ray est parti avant la fin de la nuit. Bruce est respecté. Clint est humble. Tous deux quittent la soirée meilleurs qu'ils ne l'ont commencée. Ce n'est pas rien. C'est à certains égards la chose la plus intéressante qui soit arrivée sur cette scène. Non pas la confrontation, mais la résolution. Non pas les 5 secondes de preuve physique, mais la conversation qui a suivi. L'histoire fait désormais partie des annales, de ce que les gens racontent quand ils parlent de Bruce Lee, de ce qu'ils savent ou croient savoir. Le garde du corps de Clint Eastwood a attrapé Bruce Lee au Tonight Show. Clint l'a regardé se faire neutraliser en 5 secondes, en direct, devant 70 millions de personnes. Cela a réglé quelque chose qui était contesté depuis que les arts martiaux étaient entrés dans la culture américaine mainstream. Les techniques étaient-elles réelles? La vitesse était-elle réelle? La technique était-elle réelle? Ou bien tout cela n'était-il qu'une illusion soigneusement produite par des complices dociles et des astuces de caméra? 5 secondes en direct devant tout le monde, sans préparation, sans coopération, sans deuxième prise. Voilà la réponse. Voilà la preuve. Voilà Bruce Lee étant exactement ce que tout le monde espérait, croyait et savait au fond de lui-même. Vrai, légitime, dangereux, magistral. Tout ce que la légende revendiquait, prouvé le seul soir où cela n'aurait pas pu être fabriqué. Devant le plus grand public télévisé, sans aucun moyen de monter ce qui venait de se passer, sans aucun moyen de le réviser, de le faire passer pour autre chose que ce qu'il était. 5 secondes qui ont défini la soirée, défini l'héritage, défini tout.